Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h à la une de l'actualité. Encore une attaque contre le groupe Walfadjri. Mame Biram Wathie de walfnet.com vient d'être placé en garde à vue à la division des investigations criminelles. Vous entendrez Sidi Lamine Niasse dans cette édition. Thierno Alassane Sall franchit le Rubicon et met fin à son compagnonnage avec la paire. Face à la presse à Thiès, l'ancien ministre de l'Énergie s'en est violemment pris à son ex-mentor, le désormais ex-patron des cadres républicains, avait quitté le gouvernement avec fracas. La tension monte à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Les travailleurs ont boudé les salles de consultation. Ils s'opposent à la mesure de l'État qui veut démolir le bâtiment central de la structure. La page internationale et l'actualité sportive également au menu de ce journal. Merci de vous joindre à nous. Encore une attaque contre le groupe Walfadjri. Le journaliste Mame Biram Wathie vient d'être placé en garde à vue sur ordre du procureur de la République. Le responsable du site walfnet.com avait été convoqué par la division des investigations criminelles pour être entendu sur la source d'une vidéo publiée sur le portail du groupe. Le PDG du groupe Walfadjri revient sur ce que le procureur reproche à Mame Biram Wathie. Nous l'écoutons. On a convoqué Mame Biram Wathie ce matin à 10h au niveau de la DIC. Quand il a été, il fallait plus de 3 heures d'horloge pour que l'enquête commence. On lui a demandé sur des films concernant les cartes d'identité qui ont été retrouvées autour de l'autoroute et qu'il avait diffusées en tant que journaliste dans le Walfnet. On lui a demandé ses sources d'abord, qui lui a donné ce film, qui lui a donné ces informations plus précisément. Et il a dit qu'il ne révèle pas ses sources, puisque la déontologie refuse cela. Tout ce qu'il peut dire, c'est que l'information est là, elle est vérifiée et vérifiable, elle est authentique. Lui, il travaille dans l'information, mais il n'est pas un agent de renseignement, il n'est pas un policier. Son rôle, c'est pas ça. Donc son rôle, c'est en réalité chercher l'information, la vérifier et ensuite la rendre publique. Donc c'est sur ce point qu'on lui a demandé d'attendre. Il est resté encore plus de 3 heures et au moment où il devait rentrer pour signer juste les PV de ce qu'il a dit, que le commissaire l'a rappelé pour lui dire que le procureur de la République a demandé qu'il soit arrêté en attendant, puisqu'il refuse de donner, de révéler ses sources. Une stratégie de diversion, voilà comment le président du groupe Walfadjri analyse le placement en garde à vue du journaliste Mame Biram Wathie. Sidi Lamine Niasse, qui exige la libération de l'administrateur de Walfnet, annonce une marche devant les grilles du palais ce samedi. Écoutons-le. Bon, moi je pense d'abord que ça rentre dans une diversion. On a l'habitude, à chaque fois que des événements aussi importants et surtout politiques arrivent, que des journalistes, et précisément au niveau de Walfadjri, soient ciblés pour que tout se tourne autour de ce que fait le journaliste. Est-ce qu'il a fait son travail? Est-ce qu'il n'est pas partisan? S'il devait donner une information, est-ce que derrière cette information, il n'y a pas ceci ou cela? Donc c'est des projections en général que les politiques font devant des situations pour s'en sortir facilement. Je pense qu'aujourd'hui, Walfadjri est pris pour une diversion devant cette situation qui est vraiment difficile pour les organisateurs, à commencer par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, mais le gouvernement, le système sur place. Le groupe Walfadjri a commencé
part aviser les collègues, puisque c'est un problème d'abord de corporation. L'information, les règles du jeu, le respect de ce métier, c'est le devoir de tous les journalistes. Donc on a demandé, d'autant plus que récemment on a participé à des manifestations pour leur dire désormais on va vous aviser au premier moment. Ça c'est un. De deux, pour ne pas être fort clos, on va déposer ce jeudi matin devant le préfet une déclaration pour manifester si Mame Birame Wathie n'est pas libéré d'ici samedi. Nous comptons manifester samedi à 10h devant les grilles du palais pour parler au président de la République. Donc nous allons devant le palais, devant les grilles du palais pour protester cette anormalie contre un journaliste qui fait son travail. Donc ça c'est ce que nous comptons faire et on a avisé la société civile après la corporation, mais également la classe politique. Et à travers cette interview, j'invite tous les Sénégalais, vous voyez, à refuser l'injustice. Sidi Lamine Niasse qui annonce une marche devant les grilles du palais si Mame Birame Wathie n'est pas libéré. Dans le reste de l'actualité, Thierno Alassane Sall tourne le dos à la paire. L'ancien ministre de l'Énergie face à la presse ce mercredi à Thiès justifie sa décision par des manquements notés dans le processus électoral. L'achat de conscience pour déboucher des militants entre autres motifs selon le désormais ex-coordonnateur communal de la paire à Thiès. Le parti présidentielle et la propriété d'un seul homme, Macky Sall. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Plusieurs blessés suivis de l'arrestation de 7 jeunes de Manko Taxawu Sénégal et un de Benno, c'est ce qui découle des affrontements entre militants de Mariama Sarr et de Diokel Gadiaga pour des questions d'affiche à l'hôtel de ville de Kaolack. Les deux parties s'accusent mutuellement et alertent les autorités compétentes. Al-Hassan Ba nous en dit plus. Un après-midi de bagarre dans la capitale du Saloum entre Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal. Et à l'origine, une histoire d'affiche dans l'enceinte de la mairie de Kaolack. Abdoulahad Diouf, membre de Benno Bokk Yakaar, raconte les faits. On était en train de se préparer à l'enceinte de la mairie. À notre grande surprise, on a vu une meute de jeunes qui portent des t-shirts de la coalition Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Sall sous la coupole de Diokel Gadiaga. Je le dis parce qu'il y a même des fils de Diokel Gadiaga dans le groupe qui sont venus attaquer le groupe des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar qui était à l'intérieur. Ce qui est déplorable et à regretter, c'est que ces jeunes-là sont venus avec des armes. Cela veut dire qu'ils ont préparé l'attaque. Chacun est libre de faire ses affiches. Mais quand tu as attaqué des gens, venir jusqu'à l'enceinte de la mairie, je pense que ça c'est une provocation qu'on ne peut plus accepter. Si toutefois ils refont la même chose, Wallah, je le jure sur le Saint-Coran, ils vont le regretter. Diokel Gadiaga, tête de liste de Manko Taxawu Sénégal, quant à lui, accuse la tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Mariama Sarr, qui selon lui est derrière cette violence dans cette ville et avertit les autorités étatiques. Si elle n'est pas satisfaite des affiches de Khalifa Sall et de Diokel Gadiaga, elle n'a qu'à attendre la nuit pour les enlever. La violence est l'arme des faibles. Quelqu'un ne peut pas espérer gagner des élections le 30 et créer une bagarre où il peut même avoir mort d'homme. Cela veut dire qu'elle sait qu'elle est battue. Et elle sera battue. Mariama Sarr continue de nous attaquer verbalement, violemment. Donc, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie, monsieur le commissaire central, nous vous interpellons. Et si elle continue de m'attaquer, on va l'interdire de sortir de Kaolack. On va l'interdire d'organiser des meetings. Et pour l'appel, lors de ces affrontements entre jeunes, il y a eu plus de peur que de mal. Le bilan provisoire est de 8 arrestations, dont 7 de Manko Taxawu Sénégal, 1 du côté de Benno Bokk Yakaar et quelques blessés. Kaolack, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Coalition gagnante Manko Wattu Sénégal dans les locaux de la préfecture de Kaolack hier pour demander les cartes d'identité des populations chassées des lieux par le préfet du département. Les wadistes réclament la démission du ministre de l'Intérieur. Voici leur réaction recueillie par Al-Hassan Ba. Aujourd'hui, en tant que coalition gagnante Wattu Sénégal, pour marquer notre présence, notre mécontentement
par rapport au forfait qui est en train de se dérouler. Vous avez entendu hier que Macky Sall a écrit une lettre au Conseil constitutionnel pour lui demander de valider les permis, les passeports et même tous les papiers. Parce qu'ils ont programmé un vol. Nous ne l'acceptons pas. Conformément au mot d'ordre de notre coalition, nous étions venus demander nos cartes d'électeurs et les cartes d'électeurs de la population du département de Kaolack. Que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est que le ministre de l'Intérieur s'est d'abord occupé du potentiel électoral de l'APR. Il n'a pas traité les autres cartes. Quand ils ont fini avec le potentiel électoral de l'APR, ils ont cherché maintenant à faire les cartes et cela ne permettait plus de terminer la livraison complète des cartes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre cela, nous ne pouvons pas accepter que les Sénégalais votent avec des récépissés. Nous ne l'accepterons pas et nous ne l'accepterons jamais, au grand jamais. Abdoulaye Daouda Diallo a fauté, il doit démissionner. C'est un ministre responsable de l'APR, c'est un maire APR. Aujourd'hui, il fait campagne. Il est disqualifié pour diriger les élections. Il doit démissionner et s'en aller. Je vous le disais en titre, hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, les travailleurs décrètent une grève et comptent généraliser le mouvement d'humeur. Un bras de fer engagé contre l'État qui veut démolir le bâtiment central de la structure qui abrite plusieurs services. Le point avec Mamadou Martarsar. Les travailleurs de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba ont entamé un mouvement de grève ce mardi. Ils dénoncent la décision de l'État du Sénégal qui veut démolir le bâtiment qui constitue le poumon de la structure sanitaire. Et là, à notre grande surprise, la semaine dernière, ils ont convié le directeur de l'hôpital, celui de Ndamatou et de l'hôpital Darou Khoudoss, avec le médecin-chef de région, pour leur dire que les événements qui viennent de se passer à Demba Diop nécessite maintenant que nous trouvions des sites pour sortir du bâtiment d'ici une semaine. Ce qui est une décision abusive et non contrôlée, parce qu'ils devaient faire des prospectives par rapport à ça. Maintenant, nous disons non, nous ne sortons pas de notre hôpital sur ces conditions-là. Ce que nous voulons, c'est qu'ils nous constituent le bâtiment en personne et que nous, on puisse quitter maintenant ce bâtiment qui est là. Et s'il y a des ruines, effectivement, qu'ils ont dit qu'ils le notifient sur des points techniques. Nous sommes pour les réfections, mais nous ne sommes pas pour la délocalisation de personnel ou pour la délocalisation de services. Les services qui devaient être délocalisés, des techniciens qui férus à la matière ont proposé les réfections pendant que le personnel travaille ici à l'hôpital. Et c'est ça aussi notre position de principe. Ce n'est pas en affectant, en transformant un poste de santé en centre de santé qui devient un centre de santé. Un centre de santé, c'est un plateau plus relevé qu'un poste de santé. On ne voudrait pas qu'on touche à notre hôpital, nous tenons à notre hôpital. Ces travailleurs de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba comptent passer à une vitesse supérieure si l'État du Sénégal campe sur sa position. Touba Mbaké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Le faible taux de réussite aux examens du bac et du BFM 2017 continue de susciter débat, baisse de niveau des élèves ou des enseignants, ou les deux à la fois. Des acteurs se prononcent dans ce dossier éducation du jeudi signé Abdou Khoudous Diallo. Aujourd'hui, les résultats enregistrés lors des examens de fin d'études relèvent plusieurs questions sur la nécessité des réformes engagées par le gouvernement en place. Le niveau des enseignants pointé du doigt, les syndicalistes parlent d'un environnement inapproprié à un enseignement de qualité au Sénégal. Il reste encore vraiment une masse critique d'enseignants qui doivent subir une formation diplômante. Mais il faut également noter qu'il y a une faiblesse de l'encadrement administratif et pédagogique. Le ratio, c'est un inspecteur pour 50 enseignants. Nous avons un inspecteur pour 250 enseignants. Nous avons également beaucoup de milliers d'abris provisoires éparpillés à travers le Sénégal. Nous avons des classes pléthoriques. Je rappelle que la taille pédagogique d'une classe, c'est 45 élèves. Nous avons des classes avec plus de 90 voire 100 élèves. Il y a également la réduction des budgets de fonctionnement des établissements, la démotivation et la démoralisation des enseignants. L'absence
d'ouvrages adaptés au programme. Autant d'éléments qui handicapent l'enseignement, mais il s'y ajoute aussi le manque d'amour du métier, selon cet étudiant en formation en master d'enseignement à la FASTEF. La qualité de l'enseignement d'aujourd'hui semble un peu faible. Ceci peut être tout simplement lié, d'une part, à la rigueur des enseignements, mais aussi en fonction de leur diplôme et de leur niveau. La majeure partie des professeurs n'avaient pas choisi d'être professeurs. Voilà, ils voulaient devenir autre chose dans leur avenir en quelque sorte. Voilà, donc peut-être ils ne savent pas où aller et ils préfèrent quand même virer dans l'enseignement. Ce qui veut dire qu'ils vont forcément l'exercer mal. Voilà, pour mieux exercer ou bien pour mieux enseigner, il faut que l'enseignement soit une de vos priorités ou bien quelque chose que vous aimez depuis le début. Une maladie du système éducatif sénégalais reconnue à travers les résultats jugés catastrophiques, mais la direction du ministère chargé de la question dit avoir fait beaucoup de progrès dans la formation des enseignants. Beaucoup de Sénégalais ont été recrutés sur des bases non souhaitables, puisque n'ayant pas suivi de formation requise au préalable. C'est ce recrutement-là qui a fait qu'aujourd'hui nous avons ce problème de baisse du niveau des enseignants. Donc le gouvernement du Sénégal a pris, sous l'instruction de monsieur le chef de l'État, c'est de mettre fin au quota sécuritaire. Pour être enseignant, il faut subir le concours de recrutement des élèves maîtres. Le niveau a été relevé au bas. Pour être professeur de collège ou de lycée, il faut donc subir le concours organisé par la FASTEF. Et subir cette formation-là à la FASTEF. Pour les CRFPE, la formation qui était de 6 mois est aujourd'hui de 9 mois. Quand vous commencez des réformes, il faut vous dire que c'est dans 15-20 ans que vous récoltez les fruits. Pour les syndicalistes, il faut plutôt réformer le système éducatif. Si aujourd'hui, nous voulons apprécier objectivement le niveau des enseignants, il faut d'abord évaluer l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire le système éducatif du début jusqu'à la fin. Mais dire seulement que les enseignants ont un niveau faible, je crois que c'est trop étriqué et ce n'est pas une bonne analyse pour avoir vraiment des résultats probants en la matière. Pourtant, des assises nationales ont été tenues sur l'éducation, mais le système connaît des tournures beaucoup plus accablantes avec la fréquence des cas de fraude et de tricherie. C'était le dossier éducation du jeudi signé Abdou Khoudous Diallo. L'hivernage a fini de s'installer, mais les charretiers ne songent pas à retourner dans les champs. La cause, l'agriculture ne nourrit plus son homme en zone rurale. Pourtant, ces victimes de l'exode rural se sentent marginalisées dans la capitale. C'est un reportage de Mamou Gassama. Auparavant, en période d'hivernage, les charretiers qui travaillent dans la capitale sénégalaise retournaient dans leur village natal pour cultiver. Une pratique qui tend à disparaître pour diverses raisons. Baptissé, chef des charretiers à la VDN. Nous remercions le Tout-Puissant car ce travail est notre gagne-pain. Nous n'avons pas les moyens, raison pour laquelle nous sommes là. Vous savez, rester au village est la meilleure des choses. D'après ce jeune homme, si tous les moyens étaient disponibles, il retournerait au champ car il va y gagner plus. Si j'ai des engrais, je retournerai au champ car je vais y gagner plus. Mais malheureusement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller cultiver. Oumar Ndour déclare que certains de ses collègues sont partis au village pour cultiver. Il évoque en outre les problèmes que les charretiers rencontrent à Dakar. Nous rencontrons d'énormes difficultés dans la rue. Certains nous demandent pourquoi nous circulons dans les rues, qui sont déjà goudronnées. Il y a des Sénégalais qui nous marginalisent. Et ceci est anormal. Ces charretiers lancent un appel à l'endroit des autorités étatiques. Je demande au gouvernement d'aider ceux qui n'ont pas les moyens. Nous sollicitons aux autorités étatiques de nous appuyer financièrement afin que nous puissions cultiver. Et s'ils ne le peuvent pas, qu'ils nous laissent tranquilles. Sinon, nous laisser travailler sur place
au lieu de nous déguerpir. Si certains charretiers restent en période d'hivernage à Dakar pour continuer leur travail, d'autres retournent au village pour cultiver. Parlons sport à présent, éliminatoire Coupe du Monde, zone Afrique. Le match au Sénégal, Burkina Faso se jouera au mois de septembre, initialement prévu le 28 août. Le match au Sénégal, Burkina Faso comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2019 a été décalé au samedi 2 septembre. Une annonce faite par Victor Cissé, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, s'y ajoute que le match retour est prévu 3 jours après, soit le 5 septembre à Ouagadougou. Transfert, Ismaïla Sarr a signé à Rennes, courtisé par plusieurs clubs. Ismaïla Sarr s'est officiellement engagé ce mercredi avec le Stade Rennais. Le feu follet attaquant sénégalais rejoint le gardien Abdoulaye Diallo à Rennes. Le club breton a déboursé 17 millions d'euros, soit plus de 11 milliards de francs CFA. Âgé de 19 ans, l'ex-joueur de Génération Foot est lié à Rennes jusqu'à 2021. Place maintenant à la page internationale, une synthèse de Fatou Bintou Diouf. Le gouvernement ivoirien a annoncé ce mercredi le plafonnement des prix de denrées alimentaires de première nécessité afin de lutter contre la vie chère, alors qu'une partie de la population se plaint de ne pas sentir les retombées d'une forte croissance. Un décret présidentiel signé le 12 juillet plafonne les prix du riz, du sucre, de la tomate et autres denrées. Ce plafonnement sera contrôlé de façon stricte et régulière. Les contrevenants seront passibles de saisie de leurs marchandises et d'une amende allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Antonio Gutiérrez a condamné la mort ce mardi de 2 casques bleus marocains à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, 2 jours après le décès d'un autre soldat de la paix, également marocain. L'ONU a attribué cette nouvelle attaque aux anti-Balaka, des miliciens majoritairement chrétiens. Gutiérrez s'est dit extrêmement inquiet au sujet des combats dans le sud-est de la République centrafricaine. Il ajoute que si on laisse perdurer la situation risque de saper les résultats durement acquis pour parvenir à une paix durable. Au Venezuela, l'opposition appelle à une grève générale de 48 heures à partir de ce mercredi. L'objectif de cette mobilisation est de contraindre le président Nicolás Maduro à retirer son projet d'Assemblée nationale constituante dont l'élection est fixée au 30 juillet. La tension ne baissera pas puisque l'opposition a lancé un ultimatum au gouvernement avec une manifestation et un slogan, la prise de Caracas avant de nouvelles actions le jour du scrutin si le gouvernement ne cède pas. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition du 20h. Tout juste après moi, retrouvez Ndekumba Diop Kane dans votre spéciale législative. À vous tous, merci de l'attention. N'oubliez pas l'information continue sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.